Alors aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples de ces relations client-serveur, et notamment par rapport à des machines qui ont des fonctions bien particulières. Donc dans ces exemples de relations client-serveur, nous allons tout d'abord regarder toute la partie web, donc au niveau des serveurs web et comment ils se sont mis en place. Alors le fonctionnement du web, principalement en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit d'établir un dialogue entre un navigateur et un serveur web. Le navigateur et le serveur web vont pouvoir accéder, on va pouvoir accéder au contenu grâce à ce qu'on va appeler l'URL. Alors l'URL, Universal Resource Locator, c'est le fait de pouvoir positionner, enfin de pouvoir indiquer l'endroit où va se situer l'information, plus d'autres éléments d'information annexes. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc quand on tape cette adresse web dans notre navigateur internet, alors on va pouvoir reprendre toute partie de ses composants. Donc par exemple, on va d'abord commencer par établir le type de protocole. Alors le type de protocole, lorsqu'on est sur un navigateur internet et qu'on cherche à accéder à du contenu, on va être sur le protocole de type HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Donc le Hypertext Transfer Protocol a pour objectif de rapatrier du contenu de ce type de protocole. Le protocole, c'est toujours la même chose, c'est un langage en fait sur lequel les éléments se sont mis d'accord. Donc le client et le serveur sont d'accord pour dialoguer en HTTP et donc pour échanger des informations de ce type-là. Après, on pourra avoir d'autres protocoles de type FTP, où le FTP c'est un protocole de type File Transfer Protocol. Donc le File Transfer Protocol, c'est un protocole qui est fait pour échanger des fichiers, typiquement. Donc là, il va être utilisé même par exemple par d'autres logiciels, même si les navigateurs savent aussi l'utiliser. Donc une fois qu'on a défini le protocole, le langage avec lequel on allait communiquer avec notre serveur, je peux avoir donc d'une manière optionnelle le nom d'utilisateur et son mot de passe. Donc c'est-à-dire que par rapport au contenu auquel je veux accéder, je peux avoir un élément de sécurité qui me permet ainsi de pouvoir protéger le contenu et basé donc sur un mot de passe associé à un utilisateur. Alors la partie qui est ensuite ce qu'on va appeler le nom DNS du serveur web, c'est-à-dire c'est le nom littéral. Alors on verra pourquoi cette notion de DNS, mais retenez, c'est le nom tel que nous on l'écrit, c'est le nom du serveur qui contient ces données. Et c'est celui-ci que l'on interroge. Donc là par exemple c'est www.serverweb.net, là ça pourrait être google.com, laposte.net, enfin ce que l'on veut. C'est le nom du serveur, c'est le nom de la machine qui héberge le contenu et donc c'est la machine que l'on va interroger. Ensuite, on va avoir le port sur lequel le serveur web écoute. Vous vous souvenez, on avait indiqué que dans le mode de client-serveur, le serveur écoutait sur un port et le client interrogeait sur un port en question. Donc là, le port en question, c'est 80. Alors ça, après, ça peut être des éléments par défaut. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai le protocole, le nom DNS du serveur web, tous les autres éléments interviennent optionnellement dans mon URL. C'est des éléments que je peux spécifier en complément. Il en est de même pour tout ce qui est chemin d'accès à la ressource depuis la racine du serveur web. C'est-à-dire que là, j'indique un contenu d'information bien précis. Mais ça, c'est des choses d'ailleurs que l'on voit évoluer dans ma barre de navigation du serveur web, de mon navigateur, pardon. Je vois en fait évoluer ces différents termes qui peuvent effectivement changer au gré de ma navigation. Donc ça, voilà de quoi est composé l'URL, de façon à retrouver chacun des éléments qui nous intéressent. Alors, la relation ensuite client-serveur, comment est-ce qu'elle s'établit? Eh bien, le principe, il est celui-ci, où j'ai de mon côté mon navigateur web, et ensuite mon serveur web qui va donner différents contenus. Là, on a notre client et notre serveur, on fait abstraction de la partie qui contient des données. Là, c'est juste pour afficher en fait le serveur web en tant que tel, sans considérer qu'il y a des données de type base de données à l'intérieur. Alors, de mon navigateur web, qu'est-ce qui se passe? J'ai un utilisateur, donc au départ, à partir de son clavier, il va effectuer une requête, il va taper dans son navigateur donc l'adresse de ce qui l'intéresse. Donc http //www, etc. En interrogeant ce serveur web, cette requête sous sa forme HTTP va arriver au serveur web, donc élément numéro 2,
que lui, il va traduire en une demande qui va nécessiter de retourner de l'information au niveau de son système de fichiers. Cette information, elle va revenir au niveau du serveur web, qui va pouvoir ainsi faire une réponse toujours dans ce format HTTP. Et c'est cette réponse au format HTTP qui va être recueillie par le navigateur web, et le navigateur web va ainsi construire la page HTML qui a été issue de la réponse en fait en HTTP. Donc ce document qui est produit va être effectué dans un format. Là, par exemple, on est sur des documents HTML, Hypertext Markup Language, qui est une façon de faire construire des pages par un navigateur uniquement en décrivant celle-ci par un texte qui est codifié, qui est marqué en fait au niveau de la codification. Cette partie HTML, de toute façon, on la verra ultérieurement. Voilà le principe de dialogue entre mon navigateur web et mon serveur web. Alors le protocole HTTP, c'est lui qui est chargé de faire à la fois cette requête pour interroger ma page en question et à la fois établir la réponse sous la forme d'une page web en renvoyant un contenu qui est celui de la page en question. À charge au navigateur de reconstruire cette page par rapport aux différentes indications qui sont précisées dans la réponse. Il y a un petit rappel historique au niveau de ses origines du web. Donc le web en question, il était issu d'un objectif qui était de pouvoir, pour notamment les organismes de recherche, de disposer en fait d'un système qui puisse leur permettre de retrouver leurs informations et de les organiser. Ils étaient face en fait à une multitude d'informations et il fallait pouvoir organiser tout cela. Alors, le principe était basé sur deux approches, qui étaient tout d'abord d'avoir des serveurs d'information qui donc contenaient l'information et qui étaient à mettre à disposition, puis ensuite de pouvoir concevoir un système qui permette la navigation, et notamment basé sur les liens hypertextes. Donc les liens hypertextes, qui est cette capacité à pouvoir associer à un élément une liaison vers une autre information. En fait, c'est le principe du lien hypertexte. Et tout le web, en fait, est vraiment basé sur ce composant initial, en tant que tel. Alors, en 89, donc c'est quand même assez récent, tout ça, garde c'est un peu plus de 20 ans, mais c'est pas beaucoup à l'échelle de l'informatique. Donc, il y a eu un chercheur, en fait, au CERN, donc à Genève, qui a publié un article dont l'idée était justement de proposer ce système d'information global basé sur l'usage de ces liens hypertextes. Alors après, c'est allé très vite, c'est-à-dire que on a eu d'abord l'apparition, donc à 90, d'une terminologie qui était le World Wide Web, donc le W3, ce qu'on voit souvent, WWW. Et assez rapidement ensuite, on a eu la création d'un consortium, donc le World Wide Web Consortium, W3C, pour coordonner toutes ces actions, compte tenu de l'ampleur très rapide qu'il y a eu en fait sur ce phénomène du web. Donc voilà, un petit peu pour resituer cet historique.